parler rénovation des façades, comprendre le mémoire technique pour faire le bon choix. Alors, il y a des copropriétaires qui doivent se dire, mais c'est quoi le mémoire technique? Bon, enfin, on va vous expliquer ce qu'est le mémoire technique et comment il faut le décrypter. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer par un premier quiz pour savoir où vous en êtes, on va faire un petit tour de table de présentation avec vous. Mathieu, présentez-vous peut-être en 30 Oui, secondes. bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Mathieu Dufour et je travaille pour la société Cnova. Donc Cnova, on est maître d'œuvre, bureau d'études, AMO et organisme de formation. Voilà pour ma part. Voilà, merci. Eric, donc cette conférence est co-organisée avec vous, SPB. Merci d'être là, Eric, bien sûr. Bonjour à tous. Éric Balège, directeur commercial de la société SPEBI. SPEBI, c'est une entreprise du bâtiment spécialisée dans la rénovation énergétique. Et justement, nous sommes en train de travailler, nous avons élaboré des mémoires techniques, justement pour qu'ils puissent être audibles aussi et compréhensibles par les copropriétaires. Et je vous montrerai tout à l'heure quelques exemples. Bonjour à tous, je suis Stenko Trifunovic, je suis accessoirement architecte, mais là je viens aujourd'hui avec ma casquette de directeur technique de l'association des responsables de copropriété, donc l'ARC, et particulièrement de ARC Service, qui est la coopérative technique de l'ARC. Et à ce titre, je suis très heureux d'être là et d'accompagner Cnova et SPB, qui sont deux entreprises référencées à l'ARC. Voilà, merci. Puis l'ARC, c'est 15 000 copropriétés qui sont adhérentes, un peu plus que ça même. Entre 16 et 17 000. Ah oui, ça a augmenté encore, on n'arrête pas. Bravo à vous et merci d'être effectivement, parce que vous représentez beaucoup de copropriétaires. Il y avait votre salon qui a été une grande réussite il y a pas longtemps. Merci d'être là, Stanko. Allez, on va passer la première question. Je vais avancer. Voilà, maintenant c'est fait. Alors, vous avez testé, là, ça a dû s'afficher sur votre smartphone. Là, reprenez le smartphone, cher public. Même si vous avez vos téléphones dans la salle, vous pouvez aussi, les conférenciers, le faire. Avez-vous déjà eu à analyser un mémoire technique pour les travaux de vos façades? Oui, plusieurs fois. Oui, une fois. Non, jamais. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. On vous laisse répondre. Voilà, au début, ça bouge beaucoup parce qu'il y a moins de répondants, mais on vous laisse répondre. Allez-y, hein, sur ces questions pour que vous puissiez, qu'on puisse avoir une idée de ce que ça donne. Vous ne pouvez pas répondre surtout en même temps, hein. Voilà. Donc ça commence à se stabiliser. Ça va. Voilà. On a la tendance là qui commence à se marquer. Donc non jamais, effectivement. Bon là, c'est analyse à mémoire technique, non jamais. C'est-à-dire que les présidents de conseils syndicaux, peut-être qu'il existe le mémoire technique, mais en tout cas, on ne le représente pas. Est-ce que ça peut exister? Oui. En fait, jusqu'à présent, et c'est ce dont nous nous sommes aperçus, c'est que effectivement, les conseils syndicaux ne pouvaient difficilement comprendre les mémoires techniques parce que, en réalité, jusqu'à présent, les mémoires techniques, c'était de l'envoi de documentation, de fiches techniques sur des sujets tels que l'amiante, tels que les montages d'échafaudage, tels que du bardage, du système d'étanchéité liquide, mais pas forcément complètement calé avec ce dont eux, ils ont besoin. Donc, un copropriétaire, il a besoin de savoir ce qui va se passer chez lui, comment, et est-ce que l'entreprise a bien compris ces problématiques. Voilà, il y a le sujet. Voilà, et c'est ça qu'il a besoin de voir et de comprendre. Et nous, on a réagi cette année, pour vous cacher, jamais trop tard, mais en tout cas, on a fait un mémoire technique inédit pour que justement, il puisse être audible, compréhensible et que chacun sache ce qui sera fait dans sa copropriété. Oui, parce que Stanko, on rentre dans la table ronde, mais il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés sur un projet de rénovation.
Oui, c'est des sommes assez délirantes par rapport au ravalement simple auquel on était habitué à l'époque où on faisait des rénovations acte par acte. Donc cette année, on fait la toiture, puis dans 5 ans, on fait la façade cour, etc. Ça, c'était la façon de faire avant qu'il y ait des incitations et des encouragements à faire des travaux d'ampleur et surtout de améliorer énergétiquement la copro. Et donc, un des postes importants, c'est l'enveloppe du bâtiment. Hein. Et aujourd'hui, donc, on encourage les copros à faire des travaux avec des paquets, disons des bouquets de travaux pour que, et en échange, on accorde des subventions, dont la plus connue est MaPrimeRénov', n'est-ce pas? Mais donc aujourd'hui, on a changé complètement de braquet et de façon de voir les choses. Et c'est vrai que par rapport à ce que disait Éric Balèche, la communication jusqu'à maintenant, les copropriétaires étaient surtout informés sur ce qui les intéressait de prime abord, c'est-à-dire combien ça va leur coûter, donc quel est leur quote-part, leur reste à charge. Mais finalement, techniquement, ils étaient un peu dans le brouillard. Ils savaient pas ce qu'ils avaient dans le panier Ils se laissaient porter. pour le coût qui était affiché. Techniquement et également en termes d'organisation, comment ça va se passer, s'il y a de l'amiante, comment ça va se passer, le temps, etc. Alors, on va pas non plus tout dérouler la présentation. On va commencer avec vous, Mathieu. Là, on a dit, on a structuré pour vous, cher public, ce temps qu'on va passer ensemble, cette heure qu'on va passer ensemble. On s'est dit avec vous, Mathieu, que ça serait bien que de rappeler les grandes phases d'un projet depuis le début et jusqu'à l'appel d'offres. Hein. Oui, très bien. Donc, comme je vous disais, je travaille pour la société qui s'appelle Cnova. Donc, on est une entreprise à mission et nous, notre objectif, c'est de participer, de rendre concret en fait la transition écologique des bâtiments. Et ça passe par la rénovation de copropriété. Donc, si on peut passer à la fenêtre. Donc Cnova, ça fait 16 ans qu'on travaille dans la rénovation énergétique. Donc aujourd'hui, on est 120 collaborateurs répartis sur 8 agences. Donc on couvre en fait tout le territoire national. Et si on peut passer du coup à la slide. Ouais, super. Et donc là, je vais vous présenter donc le processus de maîtrise d'œuvre. Donc en général, une copropriété dans les phases d'une rénovation et de rénovation énergétique, on commence par un audit énergétique. Donc ça peut prendre différents noms en fonction de la région et puis voilà, mais globalement, on commence par un audit énergétique qui permet de savoir du coup quelles sont les forces et les faiblesses du bâtiment et on va dire de lancer la dynamique et d'initier la copropriété sur un premier programme de travaux. À la suite de cet audit, démarre une mission de maîtrise d'œuvre. Donc maîtrise d'œuvre avec du coup un AMO et un bureau d'études thermiques fluides. Donc cette étape-là du processus de maîtrise d'œuvre, on commence par la voter en assemblée générale et puis derrière, le maître d'œuvre va travailler sur le bâtiment à définir du coup un cahier des charges qui vise à consulter les entreprises de travaux pour in fine avoir des devis de travaux et voter les travaux. Voilà un petit peu le processus, quelle est la finalité, quel est le but de cet exercice. Et donc là aujourd'hui, on voulait vous parler donc de la phase de consultation des entreprises et focaliser la chose sur comment les entreprises répondent aux maîtres d'œuvre et qu'est-ce qui peut être transmis aussi au conseil syndical. Donc la phase de consultation des entreprises, elle intervient après une phase de conception qui peut être réalisée par une entreprise comme Cnova par exemple. Ce qui est important dans cette phase de conception, c'est d'avoir du coup quelque chose de bien cadré. En fait, pour recontextualiser quand même on va dire la majorité des copropriétaires, ils ont l'habitude de voir des devis d'entreprise qui sont présentés sur des travaux d'entretien courant, qui sont en fait un petit peu un mélange, le devis, qui est un peu un mélange entre ce que nous on appelle un CCTP et une DPGF. Donc c'est en gros
Ça va tenir sur 2-3 pages avec un peu de descriptif pour expliquer comment on fait les travaux, si on met de l'isolant, l'épaisseur d'isolant qui va être mise en place. Mais par rapport au cahier des charges du coup qui va être réalisé par un maître d'œuvre et auquel répond une entreprise comme Spebi, c'est très léger. Nous, des cahiers des charges de consultation, donc un CCTP façade, ça fait 100 pages. Hein, donc de description technique de la façon de mettre en œuvre et des matériaux à prévoir auxquels les entreprises vont devoir répondre. Et ensuite, elles répondent du coup sur son DPGF, donc c'est une sorte de devis avec DPGF, alors il faudrait préciser l'acronyme. Hein. Décomposition des prix global et forfaitaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est une sorte de devis, c'est du ligne à ligne avec les différents matériaux qui vont être mis en œuvre, et leur surface, leur prix unitaire et finalement le prix total, la TVA, le TTC. Donc ça correspond un petit peu, c'est l'équivalent d'un devis classique qu'on peut avoir sur des travaux. Sur des travaux du coup d'entretien courant. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est beaucoup moins détaillé du coup que les premiers devis dont je parlais au début. Hein, il peut y avoir la performance technique thermique des matériaux, mais il y a assez peu d'informations. Donc finalement, pour les copropriétaires, et c'est là qu'on en vient aux mémoires techniques, et le rôle du maître d'œuvre, ça va être du coup de compléter ça et de donner vraiment une analyse complète sur ce qui est prévu en termes de travaux et comment l'entreprise l'a compris et comment elle y répond. Voilà. Là, vous avez parlé de maîtrise, de maquette. Ouais, c'est ça. Tout ça, globalement, ça permet de faire ce que je vous ai dit, du coup, un cahier des charges de qualité pour consulter les entreprises. Ok. Voilà, il y avait d'autres diapos? Non. Voilà, c'était. Merci, merci Mathieu là, d'avoir posé le sujet. Alors, Eric, lorsqu'un maître d'œuvre consulte une entreprise et vous consulte vous, il demande maintenant donc finalement ils exigent souvent des mémoires techniques. Alors à quoi ça sert? On a commencé à en parler, mais on va rentrer un peu dans le sujet. Qu'est-ce que la copropriété doit absolument savoir pour comprendre le montant d'une proposition qui lui est faite? Alors, par rapport à ce que l'on reçoit, le CCTP et le DPGF, comme l'a indiqué Mathieu, en réalité, en fait, nous, l'intérêt du mémoire technique, c'est tout d'abord que l'entreprise puisse montrer qu'elle a compris le projet, qu'elle a compris ce qu'attendait en termes de résultats l'architecte, puisque c'est ce qui a été vendu. Voilà. Mais surtout, est-ce qu'il est en capacité de le faire, puisqu'il a compris, et est-ce que l'entreprise, est-ce qu'elle est en capacité, et comment elle va le faire? Voilà. Globalement, c'est ça. Donc, je vais vous montrer quelques slides. Donc, voilà comment que ça s'articule, la mémoire technique. Donc, présentation de l'entreprise. Voilà, avec les qualifications, le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires doit quand même correspondre au moins à 5-6 fois le montant du chantier, parce que sinon, il y a quand même un souci en termes de structure. Les qualifications, évidemment, ça, c'est indispensable pour en termes d'assurance. Donc, choisir une entreprise qui, évidemment, a les qualifications des travaux requis. Voilà. Et après, c'est plus moi. Voilà. Et après, on va rentrer dans le détail technique. On va vous montrer, parce que cher public, vous dites, mais à quoi ça ressemble ce mémoire technique? On va vous en montrer pour de vrai. Et donc ce mémoire technique, oui, il fait combien de pages, juste pour donner un peu un volume? Alors, un mémoire technique, il doit faire, si on va assez loin si on analyse profondément les choses, entre 50 et 70 pages. Mais il faut qu'il y ait une version aussi un peu édulcorée pour les copropriétaires non initiés quand même. Donc, il faut qu'il y ait une version plus light, je dirais, qui soit aussi à 30 pages pour les copropriétaires, pour que ce ne soit pas noyé dans les infos. Mais n'empêche que le mémoire technique complet, il doit aussi être accessible aux copropriétaires. Il y a des conseillers syndicaux qui sont très pointus, des anciens architectes, ingénieurs, etc.,
qui, même s'ils sont pas pointus, en tout cas, ils vont aller loin dans la recherche. Donc, c'est normal qu'ils aient accès aux infos, c'est eux qui payent. Alors, Stanko, quand on préparait cette conférence, vous disiez, oui, mais souvent, le mémoire technique, ça pallie un manque de communication qu'il peut y avoir dans les copropriétés. Alors effectivement, moi ce que j'entends là, cette description de ce nouvel outil, le mémoire technique, ça ne fait que aller dans le sens des préconisations de l'ARC. C'est-à-dire que on se retrouve souvent avec des copropriétés où on ne sait pas exactement ce qui va être fait et qui finissent même parfois par mettre en doute les capacités, notamment du maître d'œuvre. Donc une perte de confiance qui peut s'installer. Et une fois qu'on a perdu la confiance pour réacquérir, c'est compliqué, hein. Donc, le mémoire technique, ça va venir apporter des informations que les copropriétaires ne vont pas trouver, en tout cas de façon lisible, sur un dossier de consultation d'entreprise. Ou dans le CCTP ou le DPGF. Donc, sous ces acronymes horribles, c'est donc le descriptif que le maître d'œuvre donne aux entreprises pour qu'elles puissent chiffrer. Mais ce n'est pas fait pour que un copropriétaire le lise, hein. Il peut le consulter. D'ailleurs, c'est plutôt recommandé. Mais c'est plutôt un document de type mémoire technique qui pourra apporter des précisions là-dessus et des informations. Nous, il faut savoir qu'à l'ARC, on reçoit nos adhérents en permanent, lors de permanences téléphoniques, en présentiel, en visio. On reçoit aussi des sollicitations par mail. Et une grande partie des problèmes liés aux campagnes de travaux se trouvent dans un défaut de communication. Alors, mea culpa déjà de la part des architectes, parce qu'on ne nous apprend absolument pas à communiquer, et même quand on sort de l'école, on ne sait pas ce que c'est qu'une copropriété. C'est quand même assez choquant, parce qu'aujourd'hui, dans le marché de l'architecture, la copropriété représente quand même ou devrait représenter. À l'école d'archi, il n'y a pas des formations sur c'est quoi une copropriété, comment ça fonctionne? Non. Ça représente Alors maintenant, peut-être que maintenant, il y a certains cursus particuliers, mais dans les cursus, généralement, non. Donc on compte, les architectes se forment sur le tas au sein des agences. Et vous pouvez vous trouver avec une agence établie depuis plusieurs années, et le jour où elle travaille avec une copro, ça sera la première fois qu'elle travaillera avec la copro, et donc elle saura même pas forcément comment fonctionne une copro et quels sont les courants et l'importance notamment du conseil syndical. Alors nous, le conseil syndical, pour nous, il est central, parce que c'est lui qui permet de remonter des questions et aussi de redescendre des infos. Et donc, par rapport aussi aux entreprises, il faut savoir que le maître d'ouvrage, donc la copropriété, lors d'un chantier, n'a pas à parler aux entreprises, hein. Tout doit passer, pas par le syndic, mais par la maîtrise d'œuvre, donc oui, par l'architecte. c'est ça. La copropriétaire, le conseil syndical n'appelle pas l'entreprise, hein, et ne demande pas même un devis en début. Devrait pas. Ouais. Alors, effectivement, on a ce sujet-là avec l'ARC. Une entreprise qui répondrait à des travaux de rénovation énergétique sans architecte, sincèrement, messieurs les copropriétaires, posez-vous les questions, parce que vous avez un sujet de dommage ouvrage. Rappelons quand même que vous touchez à la structure, vous touchez au plomb, vous touchez à l'amiante, vous êtes en garantie décennale, donc ça, c'est pas possible. Donc, il faut qu'il y ait un architecte. Il n'empêche, et c'est à ça que aussi les entreprises servent à l'ARC, c'est que c'est pas pour autant qu'on ne doit pas communiquer, échanger avec le copropriétaire, et notamment le mémoire technique, il permet d'aborder des sujets sur lesquels je dirais la copropriété peut même devrait avoir la main. Les alarmes, par exemple. Est-ce qu'on met des alarmes en haut? Est-ce qu'on met les alarmes en bas? Ou est-ce qu'on en met? On n'en met pas. Si on en met, j'en mets en bas, mais j'en mets aussi en haut, parce qu'on peut se faire cambrioler par le haut. Ça, c'est la copro qui décide. C'est exemple, hein. Oui, il y a des arbitrages à plusieurs niveaux. Et en fait, le mémoire technique,
via le maître d'œuvre, hein, parce que ça doit passer toujours par le maître d'œuvre, va apporter un lien entre la copro et l'entreprise. Oui, mais Mathieu, est-ce que quand un copropriétaire a des questions sur une mémoire technique, est-ce que c'est vous qui répondez ou vous dites appelez l'entreprise parce que quand même c'est elle la sachante, ça évite Non, on va faire quand le même, passe-plat, non? on va quand même faire un filtre aussi sur les questions. Après, ça va dépendre voilà des contextes, des besoins, des moments de la mission. Le mémoire technique, il peut permettre effectivement de répondre à un certain nombre de demandes. Et après, il peut y avoir aussi une rencontre avec le conseil syndical et l'entreprise hein, pour répondre à des questions un peu plus approfondies. Mais non, je vais pas transmettre les coordonnées de l'entreprise qui est en cours de consultation à l'ensemble des copropriétaires. Enfin, parce que sinon, là, je pense que ils vont m'en vouloir aussi. Hein, ça va leur faire un peu trop de bande passante. Ouais. Alors, tiens, justement, vous avez le micro, à moins que Sanko vous vouliez dire autre chose. Après, vous avez, on va en reparler après. Hein. Alors, Mathieu, oui, il y a d'autres diapos là que vous avez. La question qu'on peut se poser, c'est comment on analyse le mémoire technique. Oui. Et donc, finalement, comment vous en arrivez à l'analyse des offres, hein, l'appel d'offres. Hein. Oui, complètement. Là, je voulais donc montrer un petit peu comment est-ce qu'on analyse effectivement les offres des entreprises lors d'un appel d'offres. Donc, il y a deux parties scindées. Il y a un volet administratif. Qui permet de vérifier que les entreprises peuvent répondre du coup à l'appel d'offres d'un point de vue on va dire d'un point de vue structure de l'entreprise. Donc ce que disait Eric par exemple sur le chiffre d'affaires, c'est des choses qu'on va vérifier aussi. Et puis après il y a un volet technique. Donc sur le volet technique, on va en fait on va noter les entreprises sur la réponse qu'elles ont faite à l'appel d'offres. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh ben, c'est au travers du coup du mémoire technique. Et donc nous, on va noter. Là, je vous ai mis un exemple en fait d'une consultation qui a été remportée par Spebi sur une copropriété sur laquelle on travaille, avec qui était face à deux autres entreprises. Donc là, si on prend cet exemple concret, on avait la première entreprise qui a fait une offre qui était à peu près au même prix que l'entreprise Spebi. Donc, si on n'avait pas le mémoire technique, comment est-ce qu'on ferait? C'est un peu une façon de se poser la question. Comment est-ce qu'on ferait pour départager ces deux entreprises? Est-ce qu'on prend des avis Google? Bon, non, on prend pas des avis Google, quoi. On va regarder le mémoire technique. On a évidemment vérifié toute la partie administrative avant. Donc, on s'assure que les deux entreprises, elles sont en capacité de prendre un chantier de cette taille-là. Et puis ensuite, on va regarder dans leur technique comment ils ont répondu. Donc comment est-ce qu'ils ont compris en fait le chantier, comment est-ce qu'ils ont compris nous les matériaux qu'on a demandé de mettre sur la façade, les façons de procéder. Là en plus l'exemple que je prends c'était un immeuble qui était assez technique à travailler avec des façades avec beaucoup d'amiante pour lesquelles il fallait mettre en œuvre il va falloir mettre en œuvre parce que il est en démarrage des dispositifs assez spécifiques. Donc là voilà, c'est comment l'entreprise va répondre à ça. Et puis aussi les références de chantiers déjà réalisés qui sont importantes dans la notation de l'entreprise dans le cadre du mémoire technique. Et ensuite, comment est-ce qu'on présente ces offres? Eh ben, en fait, on va réaliser un rapport d'analyse d'offres, qui est un document synthétique, du coup, sur la base des consultations des entreprises qui ont été faites. Donc, on a aussi l'obligation en copropriété de présenter plusieurs devis. Hein, c'est ce qui nous est demandé, d'avoir au moins consulté 3 entreprises par lot de travaux. Donc, d'avoir plusieurs devis à présenter. Et puis d'avoir un document synthèse aussi pour que les copropriétaires aient pas à rentrer dans la totalité des mémoires techniques de tous les lots avec 3 entreprises. Enfin si on a 10 lots de travaux, 3 entreprises à chaque fois, c'est un travail qui est lourd et que peu de copropriétaires feraient. Donc nous on fait un rapport en synthèse. Et quand on va présenter le projet aux copropriétaires, donc nous, ce qu'on aime bien faire, c'est une réunion d'information avant l'Assemblée générale. À ce moment-là, moi, ce qui m'arrive assez souvent de faire, c'est
de prendre dans le mémoire technique de l'entreprise qui est retenue et qui est mise au vote des éléments que je vais présenter aux copropriétaires, qui apportent en fait des éléments qui apportent de la clarté, de la compréhension sur le projet et qui sont des choses aussi qui ont de la valeur ajoutée par rapport à ce que moi j'aurais fait seul. Oui, donc vous récupérez pour l'Assemblée générale des éléments du mémoire technique que vous avez présenté ça aujourd'hui. Ça peut être le cas, oui, tout à fait. Des On points saillants, j'imagine. On parlait de plan d'installation de chantier aussi sur des choses qui ont pu être vues spécifiquement par une entreprise sur le chantier. Donc comment ils ont prévu de s'installer sur la copropriété avant de démarrer le chantier. C'est des points qui sont importants à aborder pour bien expliquer comment le chantier va se dérouler avant de voter du coup ces travaux, par exemple. Voilà, bon, c'est très clair. Stanko, on est d'accord, hein, effectivement. Il y a une période, une sensibilisation avant d'arriver à l'AG. On ne représente pas le devis. Je répéterai jamais assez, moi, l'ARC ne répétera jamais assez qu'il faut travailler en amont. Alors déjà, un premier point, ce que dit Mathieu est tout à fait judicieux, c'est-à-dire que c'est pas à l'AG qu'on va décider quelle est l'entreprise. Il faut en amont informer les copropriétaires, faire une réunion, au moins une, pour en parler. Et là, ça va être une réunion où on va parler que de ça. Et on va déminer les questions, on va éventuellement faire un peu de débat, mais c'est pas lors de l'AG qu'on va refaire le monde et entrer dans des considérations philosophiques. L'AG, c'est pour acter administrativement certains points, quoi. Donc, pour revenir donc à la question de travailler en amont, il faut absolument que on investisse plus dans la matière grise. Et la matière grise, c'est la préparation en amont, parce que ce travail et ce temps de qualité qui peut se faire en amont va après payer lors de l'exécution et lors du déroulement du chantier et même du rendu et du résultat. Donc, et travailler en amont, c'est déjà au niveau du conseil syndical. Donc, moi, je m'adresse aux copropriétaires parce que les professionnels, eux, ils sont dans leur connaissance et dans leur process. Mais nous, conseillers syndicaux, on doit s'approprier la question. Et une meilleure façon de faire, c'est de créer une commission travaux. C'est-à-dire que créer, comme on dit, une task force, donc une commission de travaux réunissant des membres du conseil syndical et éventuellement même des gens qui ne sont pas au conseil syndical mais qui ont une expérience du bâtiment ou de ce genre de sujet, de préférence ayant un peu de temps, donc souvent des jeunes retraités actifs, pour plancher sur ces sujets, éventuellement, de façon très recommandée, lire le mémoire technique et plus généralement tous les échanges avec la maîtrise d'œuvre. Donc les réunions en amont, dans le déroulé de Mathieu, il y avait une réunion au niveau de la validation du cahier des charges est vraiment très très importante. C'est vraiment en amont que le travail se fait, quitte à prévoir plus de temps d'échange entre le conseil syndical et l'équipe de maîtrise d'œuvre. Oui, parce qu'il y a un conseil syndical qui est très investi, souvent sur des projets comme ceux-là. Et puis la question que je voulais vous poser, Stanko, c'est comment vous pensez qu'il faut sélectionner les entreprises ? Alors, nous, on a un process, c'est-à-dire déjà, l'ARC a une sorte d'annuaire. Alors, on couvre pas toute la France parce que récemment, on s'est étendu à tout le territoire, mais on est en train d'y travailler. Et on a sur notre annuaire déjà des entreprises comme Cnova qui sont capables d'intervenir sur tout le territoire. Donc on a donc cet annuaire, on a surtout on peut nous aborder, nous demander, mais ça c'est nos adhérents. Et nous on vous fournit des 3-4 noms sur chaque sujet. Plus généralement, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, on a plusieurs critères de choix. Donc évidemment, ce que disait Eric tout à l'heure, les assurances, les compétences, ça c'est sûr que c'est le b.a.-ba. Le chiffre d'affaires. Moi, j'irais même plus voir le nombre voir le nombre d'employés et surtout des références. C'est-à-dire que tous les chantiers sont différents, tous les immeubles sont différents, mais il y a quand même des types de construction, et donc il faudrait voir si, par exemple, si vous êtes copropriétaire dans un bâtiment des années 60, est-ce que l'entreprise
elle a déjà fait ce genre d'intervention où elle s'est occupée que de ravalement de bâtiments haussmanniens, par exemple, qui n'ont rien à voir et qui sont une technique complètement différente. Donc voilà, c'est le genre de critères qui existent. Sur ma typologie de bâtiment, est-ce Typologie et que époque. l'entreprise a déjà intervenu Voilà, dans un bâtiment de la même époque, parce que généralement, chaque époque a un type de bâti, de technique, de technicité, qui a aussi les mêmes pathologies, qui amène les mêmes réponses et qui aussi, généralement, a les mêmes solutions, notamment de rénovation énergétique. Et puis, donc voilà, c'est ce genre de critères qu'il faut rechercher. Juste avant de rentrer dans le sujet, j'ai une question qui me venait. Je n'avais pas préparé. Hein. Moi, je me disais, il faut une grande probité aussi du maître d'œuvre, parce que finalement, vous avez un travail, et je parle aussi pour l'ARC, vous avez un travail de sélection, de recommandation d'entreprise, et donc vous pouvez influencer, et vous influencez directement les choix qui est fait. Donc, ça pose des questions éthiques, de probité. Tout à fait. Et comment vous assurez que ces aspects-là sont bien défendus? Oui. Je dirais qu'on le fait de deux façons. La première, déjà, c'est que on va proposer des entreprises, du coup, pour chacun des lots de travaux au conseil syndical. On fait ça, du coup, assez tôt, dès l'avant-projet, et on n'impose pas. C'est-à-dire qu'on propose des entreprises avec lesquelles on a l'habitude de travailler aussi en fonction comme Stanko le disait, en fonction du type de chantier. Ça va pas forcément être les mêmes entreprises. On sait aussi quelles sont des entreprises plus adaptées à certains types de chantiers. Donc, voilà, on va travailler un petit peu nous en amont, proposer des entreprises, mais on n'impose pas et surtout on invite le conseil syndical et le syndic. Là, je pense que c'est aussi un des rôles du syndic. À proposer des entreprises avec lesquelles eux ont l'habitude de travailler, envers qui eux ont la confiance. Pourquoi je parle du syndic? Parce que bon, ils ont quand même traité plus de ravalement que le conseil syndical qui a eu moins d'expérience sur ce sujet. Donc ça, c'est une première façon, du coup, être ouvert à consulter toutes les entreprises pour montrer qu'on favorise pas une entreprise ou plus qu'une autre. Et puis ensuite, c'est sur l'analyse des mémoires techniques et le choix des entreprises. Enfin, le choix des entreprises, il se fait sur des critères du coup qui sont notés, sur lesquels on essaye d'être le plus de respecter le mieux le barème de notation qu'on s'est mis en fonction de critères du coup techniques définis que tu transmis aux entreprises en amont. Donc les entreprises, avant de répondre aux consultations, elles savent comment elles vont être notées. Et après, je dirais que c'est à elles finalement de travailler leur mémoire technique pour bien y répondre. Si l'entreprise répond à un appel d'offres sans nous mettre aucune référence, déjà ils ont 0 sur 5 sur la partie référence qui est notée sur 5, mais en plus dans le rapport d'analyse d'offres, on va mettre un warning quand même auprès de la copropriété en leur disant attention là, ils nous ont mis 0 référence. Donc si on n'avait pas travaillé avec eux et qu'ils nous mettent aucune référence, là, l'entreprise, elle se tire un peu une balle dans le pied. Nous, on la recommandera pas auprès du conseil syndical. Et ensuite, le choix des entreprises, nous, on fait une notation, on fait une proposition. Et le choix définitif, il est pris par le conseil syndical en concertation avec le syndic et éclairé par notre analyse. Oui, donc cette analyse avec ces notations, vous le remettez pour les 3 entreprises qui sont retenues au conseil syndical, qui donc lui peut revenir sur cette notation et en discuter. Est-ce que et après ça sera voté en AG. Et ça va se voter en AG, mais est-ce que finalement pour cette question probité, c'est pas de dire le meilleur moyen, c'est que le conseil syndical s'investisse dans le sujet, le prenne en main et à y voir le mémoire technique, à y le lire, à y voir les consultations. Alors le conseil syndical, certes, il a, je trouve, un droit de regard, c'est-à-dire doit être mis au courant de toutes ces des recherches et des résultats, donc aux appels d'offres. Par contre, au niveau responsabilité, c'est au maître d'œuvre de travailler en amont et d'écrémer et d'écarter les brebis galeuses et de proposer en résultat final de l'appel d'offres des entreprises au moins équivalentes. C'est vrai que revenir sur le choix des entreprises, nous conseillons toujours aux copropriétaires de remonter des entreprises
au maître d'œuvre. Ça mange pas de pain. Donc après, le maître d'œuvre va analyser et voir si les entreprises sont compétentes, si elles valent le coup d'être consultées ou pas. Mais on peut très bien proposer donc des entreprises parce que on a fait un ravalement dans le bâtiment du beau-frère qui s'est très bien passé, ou que l'on connaît quelqu'un qui a fait, ou soi-même on a déjà vécu d'autres travaux avec des entreprises qui sont bien passées. Donc ils sont bienvenus, et je pense même que du point de vue maître d'œuvre, c'est enrichissant de sortir de toujours les mêmes entreprises, parce que ça peut être même dangereux. Concernant les entreprises qui sont référencées à l'ARC, c'est souvent, enfin la plupart du temps, c'est lors de nos échanges avec les adhérents, quand on voit qu'il y a des entreprises sur tel sujet, sur tel type de travaux qui ont assuré leur mission de façon satisfaisante, et que les copropriétaires en sont contents, on les contacte et on leur propose de se référencer. Donc elles doivent signer une charte donc, qui impose certaines choses, donc traiter un peu les adhérents de l'ARC un peu en VIP, si on veut, et aussi se soumettre, s'il y a des conflits ou des mésententes, à une sorte de médiation par nos services en interne. Et en échange, donc, elles ont accès donc, à notre annuaire et à nos événements, etc. Allez, on va aller voir, merci, on va aller voir ce que c'est mémoire technique dans le vif du sujet, avec quelques exemples de rénovation. Eric, on va vous mettre les diapos. Alors juste avant, il y avait un petit nuage de mots qu'on va vous mettre aussi, si je me trompe pas, Morgane. Voilà. Allez, je vous laisse sur vos smartphones. Là, vous y êtes déjà, je vois à peine dans la salle, à peine je leur ai dit qu'il va y avoir un questionnaire, ça y est, ils ont déjà le smartphone dans la main. Il faut scanner le QR code si c'est pas, si ça s'est enlevé. Quel est selon vous l'élément le plus difficile à comprendre dans le mémoire technique? On vous laisse répondre. Là, c'est un nuage de mots. Là, vous nous marquez rapidement là, ce qui vous vient à l'esprit. Le temps que vous répondiez, je pose une petite question à vous tous. Une question qui a été posée par le public et dit oui, mais on ne parle pas des syndics. Stanko. Alors, les syndics ont un rôle très important, notamment au démarrage, pour cadrer et poser planter les cadres d'intervention des uns et des autres. Et après, ils vont être accompagnés pour tous les actes, ça va être le maître d'œuvre. Hein. Donc, même le suivi financier, c'est les architectes qui valident, etc. et qui remontent les factures validées pour que le syndic fasse les virements. Et le syndic suit tout cela avec ses moyens et le temps qu'il a, ce qui est généralement réduit parce qu'il gère beaucoup de copros. Et donc, c'est surtout au début et à la sortie de chantier que l'on voit le syndic. Et souvent, on peut passer toute une phase, enfin toute une série de travaux sans beaucoup le voir. Hein. Démarrage de travaux, réunion de réception, mais parfois on ne le voit pas entre les deux. Eric, oui, sur le syndic. Alors oui, sincèrement, merci à l'auditeur qui a posé la question. Parce qu'en fait, le syndic, il est le gestionnaire, très souvent, il est au même niveau d'information que son conseil syndical. C'est-à-dire il n'est pas forcément du milieu du bâtiment. Et il y a énormément de choses qu'il a besoin de comprendre pour pouvoir discuter avec nous. En fin de compte, le syndic, c'est le représentant du client. Donc, on se doit de lui communiquer des informations. De toute façon, normalement, il est tenu de venir une fois par semaine aux réunions de chantier et il est tenu de le faire, en tout cas, et avec l'architecte et le conseil syndical. Mais de toute façon, c'est important qu'ils comprennent le projet. Donc, le mémoire technique, il est aussi important. Il est important pour le copropriétaire, mais il est aussi important pour le gestionnaire de la copro. On parle tous. En fait, l'idée, c'est que nous soyons tous alignés sur les mêmes sujets, sur tous les sujets.
Mathieu, oui, vous vouliez préciser quelque chose? Ouais, je voulais rebondir. Moi, j'ai l'impression d'en avoir parlé Oui, du oui, vous en syndic. avez parlé, oui. Mais effectivement, en général, il est quand même présent à toutes les différentes étapes, à toutes les réunions de conception. Pour le choix des entreprises, il peut participer à aiguiller un peu le conseil syndical aussi et apporter son expérience, parce que comme je le disais un petit peu avant, en général, des projets en tout cas au moins de ravalement, pas forcément de rénovation énergétique, mais de ravalement, il en a déjà vécu d'autres. Et donc, c'est la personne la plus expérimentée au sein de l'équipe, on va dire de l'équipe de maîtrise d'ouvrage. Ah, ça y est, ça s'affiche. On avait un problème technique, là maintenant ça se met. Voilà, mais bon, on va passer parce que de toute façon, on a passé beaucoup de temps là-dessus. On va afficher les diapos. Là. Je vous laisse avancer, Eric. Voilà. Allez, on rentre dans le mémoire technique. Alors, en mémoire technique, comment que les choses se présentent? Mais on va. C'est écrit petit On pour présente rappeler. l'architecture. Le mais- public aura les diapos à la fin de la conférence. Oui, il aura les diapos, mais en fait, tout d'abord, comme ça a été évoqué en préambule, présentation de l'entreprise, son chiffre d'affaires, le nombre de salariés, le nombre de compagnons, les qualifications, et après, on rentre dans le projet. Alors, présentation du projet. Comment, tout d'abord, l'entreprise lit le projet? Voilà. Est-ce qu'il y a du système d'étanchéité liquide? Est-ce qu'il y a de l'amiante? Il n'y en a pas. L'échafaudage, de quelle façon il doit être fait, etc. Voilà. Qu'est-ce qui est attendu? L'isolation des planchers, il y en a pas, etc. Je vais aller assez vite, volontairement, parce qu'il y a beaucoup, évidemment, que je vous disais tout à l'heure, il y a en moyenne, la mémoire technique, il y a 50 slides. Donc, on va aller assez vite. Mais là, un cas, par exemple, dans la présentation du projet, des points qui ont été vus, identifiés. Là, par exemple, on voit que il y a des stores. Voilà, il y a des séparatifs sur les balcons, il y a des stores. Donc, ça veut dire qu'il y a un sujet store. Il y a peut-être des copropriétaires qui vont pas avoir envie qu'on change leur store. Il y a de l'amiante. Le petit A, ça signifie qu'il y a de l'amiante. Donc, là, en l'occurrence, il y a de l'amiante partout dans cette résidence que je citerai pas. Là, par exemple, on avait dit qu'on toucherait pas sur ce projet. Il n'était pas prévu de toucher au tableau. Cependant, il y a des persiennes. Les persiennes, vous savez, c'est les volets qui se déplient et qui se replient de façon horizontale. Vous avez des photos dans votre mémoire technique, c'est ce que je comprends avec, Voilà, toujours. avec des points spécifiques à traiter. Des photos avec des points spécifiques à traiter du chantier en lui-même, hein. Voilà. Et donc là, par exemple, on a identifié qu'il y avait des persiennes. Les persiennes, il faudra qu'elles soient déposées puisque nous allons isoler les tableaux. Et du coup, comme elles seront déposées et qu'il n'y aura plus la même largeur des tableaux, elles ne pourront pas être posées. Donc ça, c'est important de l'évoquer avant. On voit qu'il y a les loggias qui sont fermés. Et là, en accord avec le conseil syndical, ça ne sera pas utilisé. On arrive ensuite, un point important, le phasage. Donc, comment on voit le chantier sur un immeuble, sur une résidence qui a 4 bâtiments. Voilà, comment il s'articule. Donc là, il y a 24 mois de chantier. On voit qu'il y a 3 mois de préparation. C'est pas anodin. Le mémoire technique ne fait pas partie de la préparation, hein. C'est au moment de l'appel d'offres, hein, je précise quand même. Mais la préparation, évidemment, c'est préparer les équipes, les fournisseurs, les échafaudages, etc. Les demandes d'autorisation. Donc, le phasage doit figurer le plan d'installation de chantier. Alors là, c'est intéressant, on reste sur la même résidence. Et là, c'est intéressant parce que, en fait, dans ce cas très particulier, nous, on voulait rentrer par la rue. La copro ne veut pas qu'on rentre par la rue parce qu'il y a une piste cyclable. Donc, comme quoi, on discute aussi avec la copro. Donc, du coup, nous passons par l'arrière, par la voie pompier. Or, on s'est aperçu qu'il y avait un parking en dessous. Et comme il y a un parking en dessous, eh bien, on peut pas livrer des 20 tonnes, par exemple. On peut pas mettre de charge lourde. Donc, il y a des notes de calcul qui sont communiquées. Et donc, ça veut dire que le chantier, il doit se faire par petites livraisons. Ça veut dire que les installations de chantier devront être des installations de chantier légères.
Ça veut dire aussi qu'on va pas mettre de bennes, mais on va mettre des comment? Voilà, tout à fait, des big bags. Et les big bags, ça veut dire qu'on va retirer les déchets 2 à 3 fois par semaine, parce que on peut très vite monter à 5 tonnes, 10 tonnes de déchets si dans une benne, hein, assez facilement. Ok? Alors, ça aussi, on doit le communiquer parce que ça fait partie des choses qu'on peut se demander. Le minimum de compagnons qu'il y aura par type de travaux et le maximum. Voilà. L'installation de chantier, l'échafaudeur entre 4 et 6. Alors, pourquoi entre 4 et 6? Pourquoi ça peut varier? Ben parce qu'en fait, on fait tourner. Hein, si je reviens au slide précédent, vous voyez bien qu'il y a phase A, phase B, phase C, phase D, phase... Donc en fait, les échafaudages tournent. Ok? Et donc, les travaux évoluent, ça change. Ensuite, souvent on nous demande bah, qui seront les collaborateurs sur le chantier. Voilà, qui est-ce que vous aurez comme compagnon? Alors évidemment, on peut pas lister tout le monde, mais il y a souvent des personnages clés, et donc on les évoque. Dans le cas de ce chantier, les collaborateurs incontournables, bah, c'est le responsable méthode qui va pratiquer toute l'organisation du chantier, le responsable amiante, parce que là, il y en a énormément, et évidemment le responsable échafaudage. Il y en a d'autres, bien sûr, mais déjà, ça permet de situer. Et puis c'est bien, ça c'est quelque chose de nouveau, Stanco, de mettre un visage. On le faisait pas avant sur les mémoires techniques. Donc c'est bien, les gens ils identifient, ils ont le nom et la responsabilité. Ça permet aussi de voir l'expérience qu'ils ont chacun à leur poste. Donc c'est important que le responsable amiante, il a un peu plus de 6 mois d'expérience, c'est pas mal quand même sur une résidence comme ça. Là c'est le cas, il a 15 ans. Comment vont s'articuler les travaux en milieu occupé? Important. Donc on se cale sur les heures. 9h à 12h, 13h à 16h, à valider par le CS, bien entendu. On précise qu'il y aura un interlocuteur unique. On précise également que il y aura un affichage du démarrage des travaux, des rotations. Voilà. Donc tout ça. Alors la méthodologie, ben voilà, je l'ai évoqué tout à l'heure. Bon, les toilettes, évidemment, il faut des toilettes. Cabane de chantier. Alors je vous parlais tout à l'heure des cabanes légères. Ben voilà, c'est ça. C'est des cabanes démontables qui se montent en kit. Et donc, c'est lorsque on a des dalles légères, enfin, on a des dalles qui ne peuvent pas supporter des poids très importants. Et donc, là, on le précise, comme ça, tout est clair, carré. Pareil au niveau des alarmes. Eh bien, si au niveau du cahier des charges de l'architecte, il nous dit, bah, faut mettre une alarme, mais la copropriété dit, mais attendez, moi, une alarme juste en bas, ça me va pas. Parce que l'année dernière, on a des voisins qui sont fait cambrioler en passant par la toiture. Donc dans ce cas-là, je veux que vous mettiez une alarme également en haut. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels on se pliera, bien entendu. Mais c'est important d'en discuter avant et pas au moment où on démarre les travaux. Voilà, l'échafaudage. Donc, pour savoir quel type d'échafaudage va être mis, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'échafaudage. Donc là, vous avez une photo, la méthodologie, comment ça va s'organiser. Voilà, vous avez deux types. Alors, le premier, c'est l'échafaudage tubulaire, mais quelquefois, il y a les deux. Il y a du tubulaire, c'est-à-dire celui qui se fixe au sol, et puis il y a les plateaux, ceux qui se fixent, ce sont des nacelles suspendues, et en fait, qui est supporté en toiture par toutes des poulies mécaniques avec une sécurisation, bien entendu, en bas pour les pare-gravats. J'imagine pas d'échafaudage en bambou, au-delà de la boutade, mais Non, vous avez des risques incendies aussi qui sont liés aux échafaudages. Ouais, Vous tout à fait. Non, traitez ça comment alors? Ah bah tout est extrêmement normé, hein. Les échafaudages, ça a énormément évolué. Quand on voit par exemple, là ce que vous voyez, c'est la tour d'escalier. Jusqu'à présent, on circulait dans les échafaudages à l'intérieur, on montait dans les étages à l'intérieur. Il faut savoir que maintenant, la médecine du travail et la CRAMIF nous recommande, à partir de 4-5 étages, on recommande d'utiliser des tours d'escalier et également des ascenseurs monte-charge. Voilà, donc on est loin, loin des bambous, hein. Voilà. Sur l'amiante, comment que ça se passe sur l'amiante? Eh ben, sur l'amiante, c'est normal.
sur le mémoire technique, on vous explique ce qu'on va faire. Tout d'abord, vous voyez à gauche l'extrait du diagnostic qui nous dit à partir de quoi on a identifié qu'il y a de l'amiante. Enfin, en tout cas, on nous a renseigné. Photo sur site que nous on a identifié. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est pas le mode opératoire complet qu'on va fournir à la CRAMIF, mais il n'empêche, c'est bien pour la copro de savoir ce qui va être fait. Oui, la CRAMIF, c'est la médecine du travail. Alors, c'est l'organisme qui valide ou pas les travaux effectués en Sur amiante l'amiante. et plomb. C'est ça. Voilà. Vraiment des gens spécialisés. Pareil, la zone de déchets, bah ça, on en parle. Parce que la zone de déchets amiante, évidemment, elle sera pas avec l'autre zone de déchets parce qu'elle est recyclée. Donc ça, c'est bien que ce soit précisé. Et c'est l'occasion pour en discuter avec la copro et le maître d'œuvre de dire où est-ce que vous allez la mettre, la zone de déchets. Donc ça, c'est un sujet. C'est un autre sujet. Travaux préparatoires, bon, ça, j'ai envie de vous dire, on n'a rien inventé. C'est les règles de l'art, voilà, mais c'est bien de préciser ce qui doit être fait, des tests à l'arrachement, notamment sur les chevilles. Voilà. Ensuite, sur la laine, alors les gens savent pas forcément de quoi on parle quand on parle de mousse résolique. Alors, c'est bien de dire ce que l'on va poser. Donc, la laine de roche, ok, tout le monde a compris. La mousse résolique, en revanche, c'est bien de le préciser, c'est utilisé sur les fonds de balcon, généralement, avec un R, c'est-à-dire que c'est avec un R qui est égal à 14 cm, un R de 3,70 exactement, pour pas être trop pointu, mais en fait c'est ça, un R de 3,70 qui est exigé et qui équivaut à 14 cm d'isolant laine de roche ou polystyrène. Eh bien, il suffit de 8 cm en mousse résolique et c'est pourquoi c'est utilisé en fond de balcon pour ne pas trop empiéter sur les parties des balcons. Les tableaux, voussures, qui sont isolés, donc c'est bien de montrer comment que ce sera fait. Bon, la méthodologie du système Alpac, c'est le système de précade dont on explique avant, pendant, après. Mais chose très importante, c'est qu'il y aura toujours un témoin, que ce soit pour les garde-corps, que ce soit pour les couleurs qui sont choisies, le type de matériaux, il y a toujours un témoin qui permet de retrancher éventuellement sur autre chose. Alors voilà. On revient à ce copropriétaire tout à l'heure qui avait un sujet sur le store qui dit moi je veux bien qu'on fasse la rénovation énergétique, mais mon store ban qui m'a coûté 2000 €, moi je veux pas qu'on y touche. Alors, on s'inquiète pas, il y a des solutions. Donc là, vous avez à gauche avant, le store en place avant isolation. Et on voit bien qu'il colle, qu'il touche le mur, les joues de balcon. Et en fait, qu'est-ce que l'on va faire? On va isoler, comme vous voyez sur l'extrême droite, on va isoler la joue de balcon, donc ça on change pas. En revanche, on va faire une coupe de façon à ce que le store puisse s'ouvrir et de cette façon, on aura un copropriétaire heureux. Oui. Même chose pour les coffrets ceux qui ont changé leurs volets. Alors généralement, quand ils changent les volets, ils changent toutes les fenêtres. Et dans ce cas-là, pareil, il y a des solutions. On isole les voussures, certes, mais on va s'arrêter un petit peu avant, de façon, et comme vous le voyez sur la solution proposée à droite, de façon à ce que le coffre puisse être déposé s'il y a une réparation à faire, mais surtout, on n'a pas besoin de le changer. Voilà, on coupe juste avant. Et ça nous fait un deuxième copropriétaire heureux. Voilà. Alors, un sujet aussi, c'est sur les profilés. Alors, les profilés, il y a une multitude de choses, les lambrequins, les appuis de fenêtre, etc. Donc, c'est important que l'entreprise vous montre en quoi elle est capable de vous faire des sur-mesures. Et souvent, c'est pas Cénova qui nous dira le contraire, il y a souvent du sur-mesure à faire. Donc ça, c'est important que l'entreprise que vous avez choisie soit capable de
répondre à ces demandes. Pareil sur le bardage. Alors le bardage, c'est une autre technologie, c'est-à-dire mise en place d'une ossature. Donc tout ça, on l'explique avec des carnets de détails. Et là, pour le coup, c'est fourni par l'entreprise qui est normalement censée avoir un bureau d'études en interne pour fournir ces carnets de détails exigés par la maîtrise d'œuvre. Ce carnet de détails permet d'effectuer ce qu'on appelle un plan de calpinage, c'est-à-dire on sait exactement comment les panneaux de bardage seront posés. Pareil sur les selles, voilà, un petit avant-après. Voilà, en précisant que, voilà, il peut y avoir des cas particuliers où le sel, eh bien, le sel système d'étanchéité liquide, il y a des copropriétaires qui voudraient avoir du carrelage ou qui voudraient conserver leur carrelage. Alors, ils peuvent pas conserver leur carrelage, je précise quand même, Xavier. S'il y a du carrelage, ce carrelage doit être déposé. On pose le système d'étanchéité liquide et après on repose un carrelage parce qu'en fait, il engage la garantie de tout l'immeuble. Alors ça, c'est une nouvelle réglementation. Je ne sais pas si Stanco le savait, si tu étais au courant. Mais en tout cas, maintenant, sur les garde-corps, lorsqu'on fait un sel, système d'étanchéité liquide, je répète, avec une garantie décennale, et bien maintenant, on doit recouvrir les platines avec un système d'étanchéité liquide renforcé et un entoilage. Donc ça, c'est bien de préciser comment on va le faire, etc. Avec notamment, comme vous le voyez sur le schéma, le retour sur le nez de dalle. Bon, tout ça, c'est expliqué, c'est normal que ce soit expliqué. Alors, est-ce que le copropriétaire veut aller si loin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, par exemple, sur les garde-corps, la même chose, garde-corps fixé à l'anglaise. Donc là, on va déporter le garde-corps. On précise il y aura bien entendu un témoin. Mais surtout, ce qu'il veut savoir, alors c'est dommage, j'ai pas la photo, c'est comment ça va se passer au moment où on dépose le garde-corps et le moment où on repose. Voilà, donc la réception des chantiers, comment que les choses s'effectuent en termes de garantie également. Donc ça, tout est calé, tout est marqué, le timing. Et voilà, on arrive au chantier similaire dont l'ARC nous faisait référence. Évidemment, c'est mieux de choisir une entreprise qui a déjà pratiqué ce type de travaux avec un avant, après, le montant, un avant, un après. Voilà, et avec souvent c'est une multitude de travaux qui accompagnent. Bon, je faisais pas de pub spécialement à l'un ou à l'autre, mais voilà, on fait différentes choses, hein, mais ce qui est important, c'est que l'entreprise vous présente 3-4 dossiers, 3-4 chantiers avec les adresses, parce que aussi j'ai ça maintenant. J'ai les copros qui veulent aller sur les chantiers, voir, connaître les résultats, ce qu'on peut comprendre. Hein. C'est notre faute, hein. Mais j'ai une question, si je peux me permettre. Alors, effectivement, là, c'est vraiment tout bénef, comme on dit, hein, familièrement, pour une copropriété d'avoir ce genre de méthodologie. Et alors, comment est-ce que SPEBI échange avec les copropriétaires en amont? Donc, par exemple, pour les horaires ou le passage, la circulation de l'installation de travail, est-ce que vous prévoyez des réunions? Comment ça se passe concrètement? Alors, toujours avec le maître d'œuvre, bien entendu, mais sur les sujets sur lesquels on peut être amené à discuter, tout d'abord, on peut en discuter chaque semaine parce que les chantiers évoluent. Si par exemple, on prend du retard pour des intempéries, on se dit, bon, nous, on est OK, on a du retard. C'est pas de notre faute, mais il n'empêche que on a une date de fin qu'on doit vous rendre. Est-ce que vous préférez qu'on décale la réception de chantier d'un mois ou on travaille le samedi? Donc ça, c'est pour le coup, on va pas se mettre à travailler le samedi sans demander l'accord de la copropriété. Voilà, ça c'est un cas. Après, donc pour répondre à quand, donc ça peut être pendant le chantier, lors des réunions de chantier, mais aussi en amont. Il peut arriver que
Cnova nous demande de nous présenter à la copropriété qui aura des questions. Et si elle ne le fait pas et que nous sommes choisis, de toute façon, il y a, que vous avez vu sur la mise en place d'un chantier, il y a toujours 2-3 mois de préparation. Et là, il y a un vrai échange. Ils nous ont choisis. On échange avec eux parce que là, pour le coup, c'est un chantier de 24 mois. On va vivre ensemble pendant 24 mois. Donc, nous, on a prévu de démarrer par l'immeuble A, mais peut-être, messieurs, dames, préférez-vous qu'on démarre par l'immeuble C? On a prévu de mettre l'installation de chantier là, mais peut-être préférez-vous qu'on la mette là. Voilà. Pareil pour les... Vous voulez dire, vous faites évoluer votre mémoire technique après, en fonction des nouveautés qui arrivent sur le Tout à fait. En fait, le plan d'installation de chantier, par exemple, c'est qu'une proposition de plan d'installation de chantier. Alors, quelquefois, il n'y a pas de plan B, hein. Mais il y a toujours possibilité de modifier quand même un petit peu l'ordre des choses. Donc il y avait quelques questions. Merci Eric là, pour toutes ces photos. Les copropriétaires se régaleront de les avoir aussi pour les regarder dans le détail et les avant-après notamment. Alors là, j'avais une question, là, je prends quelques questions du public. Quel est l'intérêt pour un architecte de demander un mémoire technique? C'est très très important. C'est très important. Ça permet de vérifier que l'entreprise a bien compris du coup ce qu'on avait prévu. Donc si on reprend je sais pas, là les exemples des slides qui ont été présentés, par exemple, on voyait qu'il y avait la mousse résolique dont Eric a parlé. Bon moi si je mets au descriptif et puis sur les plans qu'on fournit qu'on a de la mousse résolique en fond de balcon, je suis quand même content de le retrouver au mémoire technique la mousse résolique. Ça veut quand même dire que l'entreprise en faisant ça, elle me montre qu'elle a bien tout lu et qu'elle le met en avant, qu'elle a compris qu'on voulait le mettre et du coup, s'il y a des dispositions particulières vis-à-vis de la mousse résolique pour la mise en œuvre, pour les commandes, pour je sais pas quoi, elle y a réfléchi. Donc ça, c'est une première chose. Tu voulais ok. Donc ça c'est un exemple et en fait tout le mémoire technique, le planning du mémoire technique par exemple. Nous, si on demande à ce que l'opération elle soit faite sur j'en sais rien sur 20 mois et puis que pour l'entreprise c'est pas possible, elle va considérer peut-être que ce sera 24. Une façon de répondre, c'est le mémoire technique, c'est le planning. On peut s'appeler pour en discuter et puis après moi je vais aller du coup fort de ces éléments-là aller voir le conseil syndical et lui dire voilà, j'ai 1, 2 ou 3 entreprises qui m'ont dit que finalement eux ils préféraient que la durée de chantier passe sur 24 mois. Est-ce que vous y voyez un inconvénient? Du coup, est-ce qu'il faut qu'on trouve une autre solution, qu'on rediscute avec les entreprises qui ont répondu, mais du coup ça aura peut-être aussi un impact prix sur le chantier, ou est-ce que vous êtes OK avec 24 mois? Voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut voir du coup grâce à ce mémoire technique. Et une autre question, c'est est-ce qu'un mémoire technique peut amener à modifier un projet d'architecte? Je parle peut-être pas aussi à l'architecte, hein, Stanko aussi. Oui, alors en amont, quand on fait des descriptifs, c'est-à-dire des cahiers des charges, il arrive, quand on les envoie aux entreprises, on contrôle après ce qu'elles font, est-ce qu'elles ont bien compris, etc. Mais parfois, les entreprises sont force de proposition également. Et donc, il y a un dialogue qui peut installer à ce moment-là, parce que les entreprises, elles sont ultra spécialisées dans leur domaine d'activité. Et parfois, elles sont au courant de certaines nouveautés ou de certains dispositifs qui nous ont échappé ou des variantes, même pour des raisons économiques ou autres, et donc l'entreprise peut être force de proposition et donc dans cette dialogue avec l'architecte, peut y avoir un aller-retour effectivement dans les deux sens. Les normes également, ce que je présentais tout à l'heure sur les patines est tout à fait nouveau. Sachant qu'un projet, lorsque l'architecte lance son CCTP, le projet il démarre généralement 3 ans après. En 3 ans, il peut y avoir des évolutions entre-temps. Et c'est normal que l'on en parle parce que on va pas faire des travaux qui sont pas aux normes. C'est quand même malheureux. Voilà, merci à vous.